Donc, Julie Marceau du WWF France. Eh ben, ça sera sans présentation. Voilà, sans filtre. Hop, et sans filet. Habituel, je descends les micros, hein, ça ne fait pas. Les 20 minutes, j'en utiliserai probablement un petit peu moins. Écoutez, en fait, ça fait, je me suis rendu compte en m'asseyant là que ça faisait 10 ans tout pile que j'étais pas revenue dans cette salle, en fait. Donc, c'est un vrai plaisir de retrouver ce site de Champignon. Et on va passer dans un monde totalement différent de ce que vous avez écouté jusqu'à présent. Je n'ai fait aucune étude scientifique, aucune méta-analyse. Et je n'ai pas de présentation PowerPoint. Là, vous voyez, c'est la totale, totalement disruptif par rapport à ce que vous venez d'entendre et la suite de ce que vous allez entendre les 2 prochains jours, je pense. Pour commencer déjà, rien à voir a priori, mais vous allez voir qu'on va atterrir. Je vais commencer par des petits sondages à main levée. J'aurai 4 questions. Première question, qui a plus de 3 abonnements culturels? Ça peut être cinéma, théâtre, sport, Netflix, etc. Qui en a plus de 3 tout le temps, tous les mois? On est une moitié à peu près. Deuxième sondage, qui va à plus de 3 endroits différents pour faire ses courses? Ses courses du quotidien, hein, pas les vêtements, tout ça. Ses courses du quotidien. Plus de 3 endroits différents. On augmente là, hein, ça va aller de plus en plus fort, hein, vous inquiétez pas. Troisième question, qui connaît le nom de plus de 3 associations de protection de la nature? Ouais. On a du gros public là, quand même. Hein. Voilà, Ligue pour la protection des oiseaux, France Nature Environnement, dont on a une représentante ici, Greenpeace, Canopée, les Amis de la Terre, etc. Voilà. Et dernière question de ce sondage totalement scientifique, qui parmi vous connaît plus de 3 forestiers qui gèrent leur forêt de façon un petit peu différente de celle du voisin et qui l'assument comme telle? Je m'attendais à un peu plus, hein, tout de même. Tout ça, vous allez me demander, mais quel est le rapport avec la gestion des forêts pour plus de complexité dans un contexte de changement climatique? En réalité, plus qu'il n'y paraît à première vue, puisque ces simples questions qui relèvent de nos modes de vie au quotidien, et de nos modes de travail, et de nos façons de concevoir le travail, en fait, recèlent en soi la complexité à laquelle on est confronté chaque jour, chacun, dans notre vie professionnelle, notre vie personnelle, l'organisation de nos loisirs, etc. Et du coup, en fait, la question, pourquoi demander aux forestiers plus de complexité, enfin de prendre en compte plus de complexité dans leur gestion? C'est une question qui, pour moi, n'a aucun sens. Puisqu'en fait, pourquoi les forestiers seraient-ils exclus de l'augmentation de cette complexité que l'on vit dans notre quotidien? Il y a 10 ans, on n'avait peut-être pas tous Netflix, Prime, etc. On n'avait peut-être pas tous 4 sites de vente de produits du quotidien. Et certaines de ces évolutions sont directement liées en fait à la prise de conscience environnementale et aux questionnements nouveaux que l'on se pose en fait face aux effets du changement climatique. Alors, j'ai pas fait d'études mesurant la corrélation entre le nombre de sites pour faire ses courses et l'impact sur la gestion forestière au quotidien. Ça pourrait être intéressant peut-être d'aller un petit peu plus loin sur cette question. Mais toujours est-il qu'en fait, le changement climatique aujourd'hui, c'est une préoccupation majeure qui est reconnue par l'ensemble de nos concitoyens. Après le pouvoir d'achat, aujourd'hui, c'est la deuxième préoccupation des gens. Quand on leur demande qu'est-ce qui les préoccupe, c'est le changement climatique. Et c'est aussi un levier essentiel et identifié comme tel par nos contemporains de changement de nos modes de vie et d'impact sur la façon dont on conçoit la vie actuelle, la vie future, les perspectives,
dans une acception plus ou moins inquiète, plus ou moins rassurée, rassurante, mais c'est quelque chose qui est une lame de fond en fait. Et du coup, la gestion des forêts dans ce contexte-là ne peut absolument pas s'extraire de ce contexte général qui fait qu'on a des nouvelles questions, on a des nouvelles contraintes. Les gestionnaires, on a vu un certain nombre d'interventions déjà qui ont exploré ce sujet. D'ores et déjà, les gestionnaires forestiers et les propriétaires sont confrontés à de nouvelles questions, à de nouvelles préoccupations et à des façons d'être interrogés, soit pour un gestionnaire par le propriétaire, soit plus globalement par la société de façon générale, dans la façon dont ils conduisent la gestion de leur forêt pour les prochaines décennies, prochaines centaines d'années à venir. Et la forêt, ce qu'elle a de merveilleux, c'est qu'elle est potentiellement une partie de la solution. Elle est une partie de la solution tout en étant à risque et tout en montrant d'ores et déjà des facteurs de faiblesse, des facteurs de difficulté sur les périssements, etc. Et du coup, les attentes de la société vis-à-vis des forestiers rendent la gestion des forêts de plus en plus difficile à tenir entre les objectifs, je dirais, sylvicoles initiaux et la confrontation à ce nouveau contexte lié aux effets du changement climatique, mais aussi ce nouveau contexte lié aux attentes de la société pour une gestion que l'on estime être une gestion peut-être plus fine, plus complexe, plus technique, et avec un niveau de confiance générale de la population dans l'expertise des autres, qui n'est pas propre au monde forestier, mais qui est de plus en plus dégradé. Et ça, c'est un facteur qui, pour l'instant, est un peu hors des radars, hors des scopes de l'évaluation de l'acceptabilité sociale autour de la gestion forestière, que nous, on préfère dénommer plutôt consensus social autour de la gestion forestière. On est aussi dans un contexte où les expertises sont de plus en plus en confrontation les unes avec les autres. Alors, face à ça, je vais quand même avoir un discours un peu teinté de positivisme, parce que je constate dans mon travail au quotidien qu'en réalité, se poser la question d'aller vers ou pas plus de complexité dans la gestion des forêts, honnêtement, il y a 10-15 ans, on se posait pas vraiment, on se posait cette question, certains se posaient cette question, mais quand nous, on en parlait, en fait, nous, ONG, en fait, c'était pas vraiment un constat totalement partagé et c'était pas forcément un objectif totalement partagé par l'ensemble du secteur forestier. Aujourd'hui, pour favoriser la résilience, pour améliorer la capacité dans les décennies à venir à avoir des ressources forestières et à avoir de fait des forêts, déjà à la base, on est sur un contexte où ce discours du renforcement de la complexité, du renforcement de la finesse de gestion et de l'expertise de gestion et donc le temps nécessaire à ça, il s'impose de plus en plus, il est de plus en plus partagé. Alors j'ai discuté en arrivant avec l'un de vous en lui disant peu ou prou ça et il me disait oui mais il reste des résistances. Oui effectivement il reste des résistances. Ces résistances elles sont fortes, elles sont absolument pas à négliger. Elles sont de plusieurs natures et en résumé on peut les restreindre à deux grands types de facteurs qui constituent un frein au changement, un frein à la diversification, à la complexification de la gestion des forêts. C'est d'une part le frein au changement, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais c'est aussi, et ça vous étonnera peut-être que je développe un petit peu plus ce point-là, c'est aussi une évolution qui fait que les nouvelles contraintes sur la gestion forestière constituent des difficultés au quotidien pour une gestion qui soit à la fois économiquement rentable, qui permette d'avoir une confiance dans la planification de ce qu'on met en place et en se disant je vais planter demain et je ne suis pas à risque que l'année prochaine mes plantations se retrouvent dans les 40% d'échecs qui vont être comptabilisés.
Et c'est aussi une complexité supplémentaire par rapport à il y a quelques décennies, c'est de se dire qu'il y a des contextes où objectivement, le gestionnaire doit s'arrêter de gérer. Et objectivement, le gestionnaire doit arrêter un chantier, devrait arrêter un chantier. Mais ça se heurte à des vraies contraintes de compétences des opérateurs sur le terrain et des contraintes de rentabilité de l'exploitation et du coup d'absence, de manque de solidarité nationale qui prend en charge cet arrêt de chantier pour des raisons qui ne sont pas des raisons strictement sylvicoles, mais qui sont des raisons liées à cette gestion plus complexe, plus intégrative d'autres enjeux que l'enjeu économique de rentabilité du peuplement. Et j'irai pas beaucoup plus loin, mais la complexité, elle vient aussi de la nécessité de cette intégration de l'ensemble des contraintes auxquelles les forestiers sont aujourd'hui confrontés. Alors, ayant dit ça, en tant qu'ONG, je considère toujours que renforcer la complexité des forêts, à la fois en diversité, en structure, en diversité génétique, est un impératif. On constate qu'il est de plus en plus partagé, modulo certaines résistances. Par contre, je note qu'aujourd'hui, les outils pour favoriser cette évolution de la sylviculture et de la façon de gérer et de concevoir la gestion des forêts, les outils, ils manquent encore. On est encore avec des documents de gestion, ça a été effleuré tout à l'heure sur la question de l'aménagement et des plans simples de gestion, mais on est encore dans un contexte où on a des documents de gestion qui n'imposent pas un diagnostic sylvicole, climatique et biodiversité en même temps, combiné. On est encore dans un cadre qui ne prévoit pas, qui ne propose pas aux propriétaires, aux gestionnaires des espaces de confrontation des expertises entre différentes spécialités, que ce soit sylvicole, écologique, naturaliste. Et du coup, même une séance d'information pour la plupart des cas n'est pas prévue, en fait, tout simplement. Et je l'ai mentionné tout à l'heure, un système dans lequel la solidarité des non-forestiers ou même des autres forestiers sur les moments où on devrait arrêter l'exploitation n'est pas prévu, n'existe pas, alors qu'en parallèle, on vient de réformer le système d'assurance et de prise en charge des dégâts au milieu agricole, le système des calamités agricoles. Donc, en définitive, et je pense que je respecte à peu près le timing encore, je voudrais juste signaler quand même que beaucoup me semble avoir été fait pour doter les forestiers d'outils de diagnostic, de projection sur les essences, sur les arbres, et c'est une bonne chose et c'était un vrai besoin. Et il y a encore beaucoup de travail à faire et je ne doute pas que ça va occuper beaucoup d'entre vous dans les années qui vont venir. Je signalerai juste que par rapport à ce que je viens de dire, selon nous, il reste tant à faire pour doter les forestiers des mêmes outils, ou d'outils différents bien sûr dans leurs composantes, mais qui couvrent l'ensemble des autres fonctions de cette gestion multifonctionnelle des forêts que tout le monde partage dans le secteur forestier et qui est pourtant si difficile à mettre en œuvre dans la pratique. Alors, demain, est-ce que les forestiers seront des pompiers du climat, les gardiens d'un puits de carbone en danger, les fournisseurs d'une économie primaire décarbonée, les vigies des derniers refuges pour la faune et la flore, espèces menacées ou autres menacées ou non, les vigies et les guides pour des citadins en mal de verre, ben, je dirais il est fort à parier que les forestiers, que ce soit des propriétaires, des gestionnaires, des amoureux de la forêt, des naturalistes, des associations de protection de la nature, ils seront très probablement le peu de tout ça à la fois, en fait, dans les années qui vont venir et les décennies qui vont venir. Il faut s'habituer aussi à ce changement-là, qui fait qu'un forestier ne peut pas être juste limite, enfin,
limité, résumé à sa caractéristique de sylviculteur, demain, c'est un sylviculteur qui sera en même temps gestionnaire de plein de choses qu'il faut avoir en tête. Et du coup, quand j'entends des oppositions qui ont pu être notées, est-ce qu'il faut faire ceci ou cela? Est-ce qu'il faut privilégier cette option ou celle-ci? Ben, en réalité, les années qui sont devant nous, je pense qu'elles nous amènent vers une situation où on ne pourra plus se poser la question en ceci ou cela. Ce sera forcément un peu de ceci et cela. À quelle dose? À quel niveau? À quelle vitesse? Toutes ces questions-là devront être traitées de façon beaucoup plus complexe et on va devoir apprendre collectivement à intégrer cette complexité aussi des relations entre les acteurs et des relations de façon de poser des questions aux différents acteurs, forestiers, non forestiers, experts, non experts. Et pour ça, il faut en plus d'outils qui permettent d'intégrer la complexité écologique, la complexité des relations, etc. Il faut aussi des espaces pour ça. Et c'est ce pourquoi on milite aussi, c'est de créer des instances régulières, systématiques et systémiques, où ces expertises diversifiées se croisent, se confrontent, s'enrichissent, et où demain, en fait, on permette aussi aux forestiers de ne pas se sentir seuls face à ces choix, et du coup, au reste de la société, on va dire, si je peux résumer comme ça, ce qui est naturellement faux, de ne pas opposer les choix qui ont été faits par les forestiers à ce qu'il aurait dû être fait ou ce qu'il valait mieux faire sans que cela n'ait pu être discuté auparavant. J'en terminerai là-dessus en vous disant qu'en gros, au-delà du résumé que vous pouvez lire dans le leaflet, nous on plaide pour un engagement résolu et déterminé des forestiers dans la gestion de cette complexité qui doit être une complexité vraiment multifactorielle, écologique, sociale et sociétale et économique. Je pense qu'on va y arriver. Patience et longueur de temps font plus que force et courage. J'adore cette fable de La Fontaine. J'ai le sentiment que ça va arriver. Par contre, la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'il sera encore temps? Est-ce qu'on a vraiment le temps d'attendre? Merci.